Erev Tov les Koulam, j'espère que la semaine s'est bien passée. Nous terminons la préparation on a la fête de Shavuot, Matan Torah, Sfirat HaOmer, l'élévation spirituelle pendant toute cette période. Voilà, donc je vous explique un petit peu comment on va procéder ce soir. On va essayer de faire le lien entre la paracha Nasso et le Simchat Matan Torah Teno. D'accord, comprendre la fête de Shavuot. Déjà faire une petite introduction sur le Limud Torah, se préparer à Shavuot parce que on va essayer de comprendre que Shavuot c'est pas juste le gâteau au fromage et la nuit passée au lit parce qu'on est resté quelques heures éveillé et la journée passée au lit parce qu'on est resté quelques heures éveillé la nuit et qu'on a besoin de récupérer. Non, on va essayer de voir un petit peu comme on a dit plusieurs fois, chaque fête que l'on parcourt, il y a un parfum qui se dégage de cette fête. D'accord, c'est pas qu'on doit la subir, qu'elle nous arrive dessus, voilà, on va dire c'est Shabbat, sur le calendrier il y a marqué que c'est Shavuot. Non, il y a une préparation, il y a une énergie, un influx que nous envoie à Kadosh Baruch Hu. Et on va essayer de comprendre donc comment on doit vivre et non pas subir la fête de Shavuot. Donc, dans la paracha de Nasso, il est évoqué donc la mitzvah de Limud Torah et il est marqué donc comment c'est marqué Vayu, ça bon c'est le Kriyat Shema, Vayu Devarim Haeleh Shanar Mitzvah Ayom, Ayom, n'oubliez pas ce mot, c'est là-dessus qu'on va se focaliser. Al Levavecha Veshinantam Levanera Vedibarta Bam. Donc le schéma qu'on lit tous les jours nous dit les mots suivants. Il est marqué là-bas, donc les paroles, Vayu Devarim Haeleh, ces paroles. Vedibarta Bam, tu devras en parler en permanence. Beshiftecha bevetecha, dans ta maison. Uvlertecha baderer. Donc on voit un petit peu comment on doit vivre notre vie au quotidien. C'est quelque chose qui est assez connu, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, comprendre que c'est pas juste quand on est au Beth Midrash qu'on doit parler de Torah. Non, mais ces paroles déjà, le Matan Torah, ça veut être quelque chose qui nous est quotidien, d'accord, pas qu'à Shavuot non plus, mais qui nous est vraiment quotidien et surtout nous maintenant, mis à part qui nous est quotidien, qui nous est donc qui nous est chaque jour renouvelé et toute la journée, tout dans notre vécu, comment notre vie doit être orientée. Le Chafetz Chaim, il expliquait donc à la Vache Shalom que l'obligation de l'Immunot à la Torah, comme on l'a vu dans le schéma, Shartam Leot Aliadecha, Ufshorbecha, Ufkumecha, aussi bien le soir que en te couchant, ça veut dire en fin de journée, mais qu'en te levant le matin. Donc, le Chafetz Chaim explique deux choses. La première qu'on doit penser à étudier, donc se rapprocher d'Hachem matin et soir, et la deuxième, donc, que la mitzvah de Limud Torah, eh ben, elle est partout où on peut être. Alors, la question que pose le Chafetz Chaim, elle est toute simple. Donc, il se demande, on pourrait comprendre donc comme c'est marqué dans le Kriyat Shema, qu'il faille étudier plusieurs fois par jour, qu'il y ait une mitzvah à chaque instant, mais alors à ce moment-là, comment expliquer cette obligation qui nous est ramenée? Donc on a dit fixer un moment au quotidien. Alors il ramène un très joli machal, d'accord, pour comprendre un petit peu. On a des mitzvot, on fait la mitzvah de Lulav à un moment précis. Shabbat, c'est un jour par semaine. La mitzvah de Souka, la mitzvah de manger de la matzah. Il y a un zman. Mais c'est quoi cette mitzvah qu'on aurait à faire en permanence? Hashem noten à Torah. Donc comment comprendre une mitzvah qui serait pour nous en permanence? Donc le Chafetz Chaim il ramène un très joli machal, une allégorie, pour ceux qui préfèrent. Il explique une fois il y avait un roi très très riche et vous savez quand on parle d'un roi à chaque fois dans une histoire dans la Torah, vous savez Kaviachol à quoi on va faire allusion.
Donc, il avait un prince, ce roi, qu'il aimait de tout son cœur, et une princesse, d'accord, qui avait donc, pareil, des domestiques pour les servir, et tout ce qu'il leur fallait, des cuisiniers, en veux-tu, en voilà, une garde-robe sans fin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils étaient habitués à une vie donc d'opulence, aucun problème, générosité au maximum, rien ne leur manquait. Et il leur a dit maintenant, allez hop, vous allez quitter cette maison, ce palais, vous allez partir dans un pays très lointain, où il fait froid, où il va falloir donc mettre des manteaux, plus les belles robes et les beaux costumes, toutes les belles parures que vous aviez ici. Et donc une contrée très lointaine, où les gens sont un peu grossiers, pas très cultivés, où il y a des mauvaises midotes. Alors, le prince pourrait se demander, c'est bizarre que le roi nous veut du mal d'un seul coup, pourquoi il nous renvoie? Et donc en réalité, il y a quelque chose dans ce pays lointain, je pense que vous commencez à voir où on arrive, où est-ce qu'on va en arriver. Et bien tout simplement, dans ce pays lointain que vous allez vous retrouver maintenant, il y a des cailloux par terre sur lesquels marchent tous les habitants, et ces cailloux c'est des diamants. D'accord? Donc le truc c'est que les gens qui se sont habitués dans ce pays à ces cailloux, ils y font même plus attention, ils marchent dessus du matin au soir. Mais vous allez arriver ici et vous allez pouvoir donc remplir votre besace, votre panier de ces pierres précieuses. Donc l'exemple, vous l'avez compris, il est tout simple. C'est le Chafetz Chaim qui le ramène. Donc n'oubliez pas, comme on dit à chaque Dvar Torah, n'oubliez pas qu'une histoire qui peut paraître comme ça un petit peu simpliste des fois, la profondeur, surtout n'oubliez pas qui la ramène, c'est ça. Pour ça j'insiste bien. C'est le Chafetz Chaim. Donc il nous dit qu'en réalité, Banim Atem Hachem Lelokechem, le roi, c'est à qui on fait allusion, c'est à Kadosh Baruch Hu. Ce voyage, vous l'avez compris, c'est la Neshama, le prince c'est la Neshama, qui a dû quitter donc le Olam Elyon où tout était propre, où il n'y avait pas de Yetzerara, où il n'y avait pas de problème, pour venir dans le Olam Atarton, où tout est caché, Alma des Shikra. Mais bien sûr, il y a des pierres précieuses. C'est quoi? C'est Margaliot, vous l'avez compris, c'est la Torah. Donc la Neshama, elle va être cachée, et donc, par ses vêtements, par le Yetzirah, et donc, nous, on va devoir retrouver donc toutes ces pierres précieuses pour que la Neshama puisse à nouveau se retrouver toute sa force là où elle est cachée actuellement, avant qu'on ait étudié la Torah. Donc, ça, c'est le, le petit point pour essayer de comprendre déjà comment nous, on doit vivre la Torah déjà toute l'année. C'est pas juste le soir de Shavuot et le matin en écoutant Asara Diberot qu'on va se rappeler du matin de Torah. Non. Notre quotidien, comment il doit être rempli. Mais ça, comme on a dit, chaque fête, chacune des Chagim, quand elles arrivent, il y a un parfum spécial qui va nous aider maintenant à une préparation, à savoir qu'est-ce qu'on doit récupérer à chaque période. La délivrance de Pessah, le parfum de Sukkot, où on est proche d'Hachem, le Hanan et Kavod, et Shavuot, donc par excellence le matin de Torah. Donc le Rav Dessler, il explique en réalité, comme il fait là, un petit peu, on vient de mettre en parallèle avec ce qu'on vient de dire pour le Chafetz Chaim, cette histoire qu'on a ramenée, que en réalité, si maintenant, à toutes les personnes qui sont autour de nous, à tous les habitants du pays et du monde, on prenait tout le bonheur que chacun a pu vivre dans sa vie, tous les habitants d'un pays, du monde entier, on vient comptabiliser, et pas uniquement à un moment précis, sur le temps, toute l'histoire du monde jusqu'à ce jour, si on condensait tout ce bonheur de chaque personne, de chaque pays, de chaque moment, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, si on condensait, eh bien on dit qu'un moment de bonheur dans le monde futur est encore plus important que tout ce monde-ci. Comme ça, c'est marqué dans la Mishnah. Ça veut dire que comprendre un petit peu l'impact que peut avoir le Yetzera Tov, donc face au Yetzerara, et l'importance du Limud Torah. Avant, quand on voulait parler à quelqu'un, comprendre, mettre un peu en parallèle comment des fois les choses peuvent être démesurées. Les Havdil, on parle des exemples dans le rôle. Avant, quand on voulait parler à quelqu'un, je me rappelle, quand je voulais parler à quelqu'un de ma famille, on écrivait une lettre, on l'amenait à la boîte pour échanger 3 idées, il la recevait une semaine après,
Et après, on attendait encore peut-être 1 ou 2 semaines pour qu'il nous réponde bonjour, comment ça va? Oui, merci de m'avoir écrit, ça va très bien, et toi? Et ainsi de suite. Imagine la discussion. Aujourd'hui, je ne fais pas de dessin. On a vécu une époque où il y avait le télégramme, pardon, avec le télégraphe. On a vécu ensuite une période où il y avait le téléphone, c'était pas mal. Maintenant, il y a WhatsApp. Instantané, je peux appeler quelqu'un qui est à l'autre bout de l'univers, pas de numéro à composer, et j'ai la réponse. Donc voilà, comprendre qu'il y a des choses forcément qui peuvent être démesurées les unes par rapport aux autres. Ce qu'on vivait il y a 20 ans, il y a 30 ans par rapport à aujourd'hui. Alors imaginez, quand on vous dit que le bonheur cumulé avec toute l'évolution qu'il y a dans ce monde ne peut pas du tout arriver au centième d'un instant de bonheur dans le monde futur. Ça, c'est le premier point qu'on voulait évoquer, comprendre un petit peu donc la force du Limud Torah et comment on doit arriver le soir de Shavuot, qu'est-ce qu'on doit avoir en tête. Deuxièmement, donc, par rapport au don de la Torah, donc, le Rav Dessler il nous explique, comme qu'on vient d'expliquer un petit peu avant, c'est en ça qu'on va faire le chibour, le lien, c'est que chaque fête, en réalité, c'est pas qu'on va la subir. Ah là là, t'as vu quel jour, combien on est aujourd'hui? C'est le 6 Sivan, ah bah c'est Shavuot. Non, non, non. Nous, maintenant, on se déplace dans le temps et on pioche. C'est nous, les principaux, d'accord? On ne subit pas. C'est nous, les Mélachim. Ça veut dire qu'on va venir à chaque période de l'année. Hachem a mis à notre disposition des forces à chaque moment. C'est-à-dire qu'une personne qui va être dans un grand verger, elle va prendre des oranges si elle manque de vitamine C, par exemple. Elle va prendre des tomates si elle manque de fer. Elle va prendre différents légumes si elle manque de fibres ou je ne sais quoi, et ainsi de suite. Et à chaque endroit du potager, elle va prendre des énergies différentes. Et ben, ce potager, c'est notre année à nous. Toute l'année, on va avoir des énergies qui vont se présenter à nous à chaque fête, et pas qu'à chaque fête, aussi le Shabbat, aussi Rosh Chodesh, aussi même donc tous les Yamim Tovim qu'on a dit, même les genres de Ta'anit. Ça veut dire qu'à chaque moment, on va devoir s'imprégner de quelque chose. Il y a un parfum dans le calendrier qui nous renforce, qui nous construit notre identité en tant que juif et renforce notre neshama. Donc ça, comme le dit Rav Dessler ici, c'est ce qu'on a expliqué un petit peu avant, cette idée comment on doit accueillir Shavuot. C'est pas se faire surprendre par la venue de Shavuot, non. On s'y prépare. Prêt à accueillir donc l'essence de Shavuot. Et c'est quoi l'essence de Shavuot? Zeman Matan Toratenu. Donc ça c'est la question classique, ça veut dire quoi Zeman Matan Toratenu? Alors, ça c'est la deuxième question à laquelle on va arriver. On parle de la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel qui a duré donc pendant 3 ans sur la halacha. D'accord? Et à la fin, qu'a dit Hachem? Elu velu, divrei Elokim chaim. Toutes ces paroles sont aussi vraies les unes que les autres. Il y a une discussion dans Hérouvine concernant le sheretz, donc un animal qu'on définit donc comme tamé. Et on parle dans Hérouvine, donc à la 13e page, comment le rendre tahor. Donc ça, c'est la deuxième question, comprendre un petit peu donc quel intérêt cette marloquette, et donc comment comprendre que il va y avoir cette marloquette où on va arriver à deux avis diamétralement opposés au final. Comment c'est possible? Et savoir que dans la ville de Yavne, il y avait un talmide assez âgé qui pouvait donner 150 raisons différentes de considérer le sheretz, qui est un cadavre de lézard, de le définir tahor, alors qu'il était par définition, sans qu'on ait fait la Masechet Hérouvine, on sait que par définition un sheretz mort, ça ne peut être que tamé. Alors, donc toute la Gemara Chagiga, elle ramène aussi quand les Talmidei Chachamim, donc ils étudiaient la Torah, et ben le même animal, certains pouvaient le rendre pur et certains pouvaient le rendre impur. Alors on peut se demander, mais alors on va perdre la tête. Comment on va pouvoir aller étudier? D'accord 150 raisons possibles, on a dit, de venir rendre cet animal tahor. On n'arrive même pas à comprendre ce que ça veut dire. Donc en réalité, on explique le Rav Friedlander, quel intérêt, ce que je vous dis là vraiment, ça me parle à moi-même, j'aimerais que ça vous parle autant à vous que ça me parle à moi. Quel intérêt d'aller passer du temps dans une Gemara
pour aller voir différents avis avant d'arriver directement à l'halakha, puisque un seul avis va être retenu. Quel intérêt de se fatiguer à devoir forcément regarder les avis contraires? Marloket, Bet Shammai, Bet Hillel. Donc le Maharsha, il parle d'un instrument qui s'appelle, d'un keli qui s'appelle Afar Keset. On dit que c'est comme un espèce de moulin dans lequel on mettait beaucoup de matière et il n'y avait que très très peu qui en sortaient le meilleur. D'accord? Et on dit, on vient expliquer avec cet exemple, c'est le Maharsha qui explique que c'est un petit peu comme la Torah, les Havdil. On vient écouter tous les avis pour ensuite en arriver à la halacha, à l'avis qui va être retenu. D'accord? On explique que, donc que la Torah, en réalité, on explique Shivim Panim la Torah, il peut y avoir plein d'avis différents dans la Torah, et très différents les uns des autres, et parfois même opposés, et pourtant, ceux qui ont donné ces avis, c'est les Talmidei Chachamim, ce qu'il y a dans la Gemara, c'est pas n'importe qui. Donc des avis vraiment opposés, des approches complètement opposées, et pourtant, quand on parle de ce sage qui avait ramené 150 facettes de Tahara pour ce Sheretz, on n'arrive même pas à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et pourtant, on dit que s'il avait touché cet animal lui-même, il serait allé directement au mikvé sans hésiter. Alors il y a un petit exemple qui est ramené comme ça pour essayer de comprendre comment c'est possible. Parce que si on vient vraiment à se concentrer sur ce qu'on vient de dire, c'est pas que des mots. Arriver à démontrer qu'une personne va voir un mur dans une maison droit, l'autre va le voir de travers. L'un va le voir blanc, l'autre va le voir noir, diamétralement opposé. Il faut comprendre, c'est pas que des mots, il faut essayer de réfléchir un petit peu comment c'est possible d'arriver à des avis complètement opposés les uns des autres sur une même situation, une même considération d'une situation. Donc il explique, c'est un petit peu comme une mouche qui serait dans un train. Ça, c'est l'exemple qu'on peut ramener. Une personne qui est assise dans le train, elle voit la mouche à laquelle vitesse? Tout doucement, 1 km/h. Et une personne qui est sur le quai, elle voit cette même mouche aller à quelle vitesse? 300 km/h si c'est un TGV. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que juste une toute petite, cet exemple, il est très très limité par rapport à la question qu'on a posée, mais c'est pour nous amener un petit peu à une réflexion. Comprendre qu'en réalité, il y a différentes approches qui peuvent venir sur une même situation. Et ça, c'est ce qu'on appelle les différentes facettes de la Torah. Le Ramchal explique donc que chacun des Bnei Israël doit avoir sa manière d'expliquer. D'accord? Une sugya dans la Torah, une discussion, d'accord? Un point de vue. Donc c'est ça qu'on appelle Eten Chelkenu Betoratecha. Donne-nous un chelek. Que nous aussi, on puisse à tour de rôle avoir chacun notre explication. D'accord? Dans la Torah. Ça, c'était le deuxième point pour arriver à se préparer à la veillée de Shavuot, entre autres. Et le Nefesh HaChaim explique qu'il y a un grand srout, un grand mérite à révéler des chidushim, des nouveautés, des nouvelles explications dans la Torah. À chaque fois qu'une personne, elle révèle une nouvelle explication dans la Torah, on dit que Hachem, il embrasse cette explication et il se couronne avec cette explication, tellement il est content. D'accord? Donc, d'un côté, le Shlach Kadosh, il nous explique que le Shavuot, malgré ce qu'on penserait, c'est un Yom Hadin. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, retenez bien ça. Préparons-nous à fond à ce qui nous attend au Motzei Shabbat, le Shavuot. Rosh Hashanah n'est pas le Yom Hadin pour tout. On dit que Rosh Hashanah, on est jugé sur la situation matérielle de l'année qui va arriver. La parnassa, mais aussi donc maisonnée, la santé d'une personne et ses enfants, mais tout ce qui concerne le jugement spirituel d'une personne et sur comment ça se passe, la partie qui va nous être octroyée pour la Torah, les chidushim que nous allons pouvoir mettre en place, et bien ça va être dévoilé uniquement à Shavuot. Voilà les amis, sachez un petit peu ce qui nous attend. Juste pour conclure, je voulais qu'on dise quelques mots parce que j'ai eu la chance cette année de comprendre un petit peu mieux. Dans la parashat Nasso, on parle donc principalement au début
Daber Bene Israël Amartalem, Ish o Isha qui afflie les Neder, Lindor Neder, pardon, Nazir, les Azir Lachem. On parle de la mitzvah de Nézirut, du Nazir. Et on a un petit peu de comprendre, on a un peu de mal à comprendre pourquoi le Nazir, donc Iziratzmo Meayain, pourquoi il doit se séparer du vin. Alors, tout le monde sait ce que ramène Rashi, chez Ayain, Mevi l'idée Kalutrosh, Veo Goremlo. Comment c'est marqué? On dit qu'un Nazir, Kolaro et Sota Bekil Kulo, tout celui qui avait une femme Sota, donc infidèle, donc dans sa dépravation, Yazir Atzmo Miayain, il devra se séparer du vin. Qu'est-ce qu'il a fait ce pauvre type? Il voit une femme, bon, maintenant on pourra se séparer du vin. Est-ce que c'est tellement une séparation tellement dure? Donc, parce que Rashi nous dit qu'en réalité le vin peut amener à la caloutroche, à la frivolité, donc à la légèreté. Et en réalité, vous voyez, je vous donne un petit cheminement que j'ai eu cette année sur la notion du nazir. Cette personne donc qui doit se séparer du vin, de tout ce qui est en rapport au raisin, qui ne doit pas se couper les cheveux. On va essayer de comprendre un petit peu qu'il ne doit pas dans un cimetière. On va essayer un petit peu très rapidement, de cerner comment fonctionne le nazir. Donc le nazir, quel est le problème? On dit que c'est quelqu'un donc, qui a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Et alors, on dit qu'à cause de cela, il ne devra pas boire de vin. Donc ça, comme on a dit, parce que le vin peut amener au Yetzer Hara et peut développer le Yetzer Hara d'une personne. Les cheveux, on parle souvent de Shimon HaTzadik par rapport à ça, qui était très très beau. On dit Yafé Naïm Vetov Roi. On dit qu'il avait donc une très belle apparence. Et donc, Amar li Roé Haïti, Léaba Beiri. On dit une fois, il s'est vu dans l'eau, Pamachat Alarti, les Malot Maïm Inamayan, dans une source, et il s'est vu, ou Pachaz Alay Yitzri. Et sans Yetzera, il s'est réveillé au Bikesh, les Tourdani Mina Olam. Amar Tilo, Racha. Racha. Pourquoi tu t'enorgueillis de te voir chez Baolam, chez Begava, chez Eno Shelcha? Bami Shoatin les liot, Rama Vetolea. N'oublie pas que tu vas devenir comme un ver de terre, rien de plus. Donc ne t'enorgueillis pas de voir ton apparence aujourd'hui. Donc le nazir, donc, qui n'a pas le droit de se couper les cheveux, qui laisse donc ses cheveux pousser et qui à la fin de la période doit savoir donc qu'est-ce que la beauté extérieure, et qu'est-ce que ça peut entraîner. Bisman shacherim metapechim et atzman veosim akol kede lirom legadel et yofi, sa beauté achitzoni, extérieure. Donc, mehem yiyu totsaot ou agibor amiti shiodea liravosh et yitzro. Apprendre donc maintenant cette situation. On a dit ce problème du nazir, apprendre maintenant à essayer de dominer son Yetzer Hara. Donc, et pour en arriver donc on dit que le nazir, quelqu'un qui ne va pas aller, qui va se détacher des morts, et qui va prendre sur lui, donc on dit qu'il est considéré Areo Kadosh qui est Kohen Gadol. Juste parce qu'il ne va pas prendre de vin, parce qu'il ne va pas entrer dans un cimetière. Donc c'est un petit peu fort. Alors, regardez encore une fois, des choses qui peuvent nous paraître vraiment démesurées, trop faciles pour nous. C'est-à-dire l'impact d'une chose qui a l'air tellement simple, voir comment son impact peut être démesuré. Le Chazon Ish, il explique, écoutez cette phrase, pour voir un petit peu ce qu'on vient de dire, que quelqu'un qui se détache du mort, le nazir, qu'il est appelé Kadosh. Le Chazon Ish, la Vachom nous disait les Didi, En efresh ben kodem shachalti lachar shachalti. Eneni margish beze, il ressentait rien quand il mangeait. Et là, im ben abait margishim she'en lifna ochel, areni mistamech aleem, shemin astam terem achalti. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, il y a des gens, quand ils vont faire un bon repas,
C'est peut-être ça aussi, ce problème du vin dont on a parlé pour le nazir. On a eu le problème de la beauté, on a eu le problème du vin pour le matériel. C'est les gens, des fois, ils vont faire des repas un petit peu trop chargés, du vin, de la viande, du sucre, des choses, des graisses. Et ben, ils oublient l'importance à la fin du repas dans quel état ils sont. Allez les voir à la fin du repas et essayez de vous asseoir et d'étudier avec eux une Gemara, de leur demander ce qu'ils en pensent. Vous allez me dire s'ils vont pouvoir réagir. Non, c'est fini. Est-ce que, comme le disait le rabbin Citruc, est-ce que l'homme est un Méler? Méler, c'est 3 niveaux. Le Mohar, le Lev et le Kaved, et chacun l'un au-dessus de l'autre. Il y a le Kaved, donc c'est le côté matériel d'une personne. Le Lev, c'est la réguichoute, les sentiments. Et Mohar, c'est au-dessus de tout, qui domine. Ça veut dire, moi maintenant, comment je gouverne ma vie. Arriver à faire en sorte que grâce à mon limoun à Torah, grâce à ma volonté donc de vouloir développer des bonnes midotes, grâce à mon sechel, je vais arriver à ce que mon sechel, il va arriver toujours à dominer le lève, le cœur, c'est-à-dire mes impulsions béhémites, matérielles. D'accord. Je vais arriver maintenant, comme le dit le Chazonish, mes impulsions, par exemple dans la nourriture, dans toutes sortes de ta'avot, à les dominer grâce à mon sechel. Donc ça, c'est un petit peu ce côté que je voulais vous faire ressentir dans la Misva du Nazir, dans la Parashat Nasso. On a expliqué un peu de quoi on est parti ce soir, de cette importance, comprendre comment notre vie, elle doit être gouvernée par le Limud Torah, comment à chaque instant de notre vie, on doit se comporter, comment on doit aborder la fête de Shavuot, cette importance de l'étude et de savoir à quoi elle nous sert. On pourrait prendre un Shulchan Arour directement et avoir la halacha. Non. Qu'est-ce que ça nous change à notre vie d'apprendre chaque avis, de pouvoir bien réfléchir comment on a pu arriver à la halacha, à faire ce tri, et enfin au final comment un Ben Israël il doit se comporter, ce qu'on a eu pour le nazir, qu'est-ce qu'on tire, quelle leçon de parler de ce nazir, on n'en voit plus aujourd'hui. Comprendre que le nazir, il est considéré, on dit, il était considéré Areo Chashuv Lifne ke Kohen Gadol. Il est considéré maintenant comme un Akadosh Baruch Hu Areo Chashuv Lefanai ke Kohen Gadol. C'est-à-dire pour moi, il est aussi grand qu'un Kohen Gadol. Donc, et à la fin, pourquoi le nazir devait amener un korban? Est-ce que c'est une mitzvah ou une avera? Habituellement, korban khatat, quand on amène un korban, c'est parce qu'on a fauté. Non, on dit parce que le nazir, le problème, Aoreg Beshogeg Shegolé les Ira Miklat Admot à Kohen Agadol. Qu'est-ce que ça veut dire? Vayolevakesh Rachamim al Benedoro. On disait que comment ça s'appelle en réalité, toute cette séparation, tout ce travail qu'a fait le nazir ne l'a pas protégé et il peut en venir par la suite le nazir Chayav Kapara. Pourquoi? Parce que le sroud du nazir, il n'a pas suffi. D'accord? Ça veut dire qu'il risque de replonger. Afilo naase ish gadol lo pachot mi kohen gadol vim ira shemet ish baolo vesruto shel nazir lo amda le ish ze aresh nazir ze chayav kapara. C'est-à-dire qu'en réalité, malheureusement, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut replonger ou croiser un mort et tout son travail de séparation, de tahara, il va le perdre. Donc il doit amener ce korban parce qu'il y a un moment où il n'arrive plus à se maintenir, dit Nachmanid, le Ramban. Meshuvo, l'itame beta avot, haolam, utzrach, les kapara. Donc il doit ramener à la fin un korban. Voilà, ça c'était pour essayer de comprendre un peu. On a vu extérieurement, c'est-à-dire qu'est-ce que la Torah va venir nous apporter intérieurement, l'intérêt d'étudier comment devenir un vrai Ben Israël, comment avoir la fête de Shavuot. Mais maintenant, intérieurement, quel est l'essence? Qu'est-ce qui doit rayonner de moi? Ce comportement, on le voit en tant qu'exemple grâce au nazir. Comprendre un petit peu cette séparation du matériel. Pourquoi ce korban à la fin? Voilà, je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu, comprendre comment fonctionne donc le nazir un petit peu mieux. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de Shavuot. J'espère que ces quelques mots de Torah qu'on a dit ce soir pourront nous aider à tous à mieux appréhender la fête de Shavuot, pas la subir. Attendre la veillée, attendre que la veillée soit finie, ne pas dormir pendant la veillée, juste rester à la choue parce qu'on me demande d'y aller, après dormir pendant toute la tefila. Non, c'est pas ça, Shavuot. Et essayer de comprendre maintenant
avoir un moteur en nous, savoir comment aborder Shavuot pour pouvoir puiser toute l'essence de cette fête, qu'est-ce qu'elle nous apporte. D'accord, pas juste attendre qu'elle passe, voir l'énergie qu'a mis dedans Hachem, qui va nous rendre service pour toute l'année, puisque comme on l'a appris ce soir, un grand chidouche, la fête de Shavuot, c'est le jour de Rosh Hashanah pour le Matan Torah, pour à chacun notre règle dans la Torah. Je vous dis à tous Shabbat Shalom et Chag Sameach, et Bezrat Hashem, que notre Kabbalat Torah nous inonde de Ruchniut pour toute l'année à venir. Des bonnes nouvelles à tout le monde, à bientôt.